Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des Sports de Radio Foot International. Alors, on avait pris l'habitude de dire le café confiné. Peut-être que maintenant, on va dire le café déconfiné, mais on n'a pas vraiment la notion d'être encore déconfiné. Nous sommes toujours chacun chez nous. Nous sommes là, en tout cas, fidèles à notre rendez-vous désormais hebdomadaire, pour quelque temps encore. Fidèles à notre rendez-vous audio, vous pouvez nous écouter dans votre poste radio, mais aussi vidéo, toujours. Vous en avez pris l'habitude et c'est sur le Facebook Live de Radio Foot International. Nos invités du jour, pour ceux qui nous regardent, évidemment, ils ont un petit temps d'avance parce qu'ils les ont déjà vus, déjà aperçus. Mais nous avons Xavier Barré et Rémi Ngono, fidèles au poste et fidèles à leur poste. Bonjour. Bonjour Annie. On va parler de l'Allemagne, je crois. Oui. Alors, je décris pour nos auditeurs qui ne voient pas un petit ours allemand, un petit ours bavarois, même si je ne me trompe pas, et qui devait chanter les louanges de la boulie. De la boulie, absolument. Le football reprend et on est très heureux. Oui, on verra dans quelles conditions, n'est-ce pas ? Il y a aussi aujourd'hui un petit réfé. Il est là à la place du grand réfé. Hugo Moissonnier, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à tous et je suis ravi de vous retrouver, d'être à vos côtés, entre guillemets. Oui, entre guillemets. Mais on est très heureux de vous avoir, nous aussi, dans cette édition du Café des Sports. Et puis, un invité de circonstance, vous avez dévoilé le programme un petit peu, Xavier. On va parler du foot allemand, de la Bundesliga qui reprend ce week-end. Et donc, nous avons notre spécialiste maison, David Lortolari. Bonjour, David. Bonjour Annie, salut tout le monde. Et j'ai remarqué que Xavier était plutôt sud. Alors, est-ce qu'il est pro-Bayern ? On va le voir peut-être au fil de l'émission avec sa mascotte. C'est possible. Sachez aussi que cette émission est possible grâce au concours avec moi derrière moi, vous ne les voyez pas mais ils sont là cachés, David Finzel et Pierre Guérin et aussi Laurent Salerno, notre maestro, et Swell Kedir qui assure la réalisation vidéo. Alors au menu du jour de ce Café des Sports, eh bien du football. Et oui, le ballon va à nouveau rouler, c'est en Allemagne, avec la reprise donc de la Bundesliga dans une atmosphère, on y viendra, très particulière. Et c'est important, à huis clos. Coup d'envoi avec le derby de la Ruhr, le BVB Schalke 04. Gros plan donc sur ce retour de la compétition, qui en appellera peut-être d'autres, ça on en parlera, qui servira aussi peut-être d'exemple, bon ou mauvais, là aussi nous en parlerons. Nous évoquerons aussi Adrien Rabiot, de retour à Turin. Oui, il est rentré, mais le milieu de terrain français à 10 jours de retard sur le ô combien exemplaire Cristiano Ronaldo. Alors, Adrien Rabiot aurait boudé son club. Est-il en train de s'aborder sa carrière qui était ou qui est toujours prometteuse, lui qui était passé du Paris Saint-Germain à la Juventus de Turin? Nous en parlerons aussi. Enfin, nous rendrons hommage à Philippe Redon, ancien footballeur, mais surtout il a été le sélectionneur des Lions indomptables à la CAN en 1992. Joseph-Antoine Bell nous racontera ses souvenirs et Rémi, j'espère, nous en dira plus. Il y aura aussi les cartons et comme d'habitude maintenant nous terminerons en musique. Radio Foot, c'est parti. Le football revient, le championnat d'Allemagne, où le coronavirus, on le sait, a été beaucoup moins assassin qu'ailleurs. Ce football et ce championnat recommencent demain à 15h30 avec 4 matchs, plus le fameux derby de la Ruhr. Il y aura aussi des matchs dimanche, le Bayern Munich reviendra sur les terrains et lundi soir aussi. Alors, un rappel, si vous vous en souvenez plus, puisqu'il y a eu 9 semaines d'arrêt, c'est le Bayern Munich qui est en tête du classement de la Bundesliga. Le BVB est second, suivi de Leipzig qui est à 5 points. Donc, même jusqu'à la 5e place, les clubs sont encore très serrés. C'est un retour donc attendu, guetté, annoncé, parce qu'on sait que les joueurs avaient repris l'entraînement depuis longtemps. Le président de l'UEFA, d'ailleurs, a été très content. Il dit que c'est un exemple pour le football, un dialogue entre le sport et la politique.
peut-être petit tacle aux Français. En tout cas, il dit qu'ils ont trouvé une solution responsable et sage, ces Allemands. Alors, est-ce qu'on est content? En tout cas, eh bien, les Allemands, ils auront 2 journées gratuites de ces matchs sur leurs écrans de télé, mais il y a beaucoup de bémols. David Lortolari, commençons par le premier des 2 bémols. Il y en a un, c'est le huis clos, on va y revenir, mais le premier bémol, c'est évidemment les questions sanitaires. Alors, dites-moi, est-ce qu'on va pouvoir tacler dans le football de la Bundesliga du monde d'après? Est-ce qu'on va pouvoir fêter le but avec ses copains? Est-ce qu'on va pouvoir aussi courir normalement ou jouer masqué? Alors effectivement, on anticipe des scènes sans doute un peu cocasses, peut-être un peu absurdes et loin de nos habituels réflexes dans le football. Mais on a préféré en Allemagne, si c'est la synthèse qu'on devait faire en une phrase, on a préféré répondre à l'urgence économique avec notamment 13 des 36 clubs professionnels qui sont directement menacés de banqueroute si on interrompait la saison définitivement. On a préféré prioriser l'économie à travers évidemment un plan sanitaire et médical très précis de 41 pages qui a été présenté il y a quelques semaines par la Ligue. On a préféré cela et on a donc laissé de côté pour l'instant les supporters, effectivement, qui ne sont pas appelés au stade, qui ne sont pas appelés à se rassembler non plus à l'extérieur. On a laissé de côté aussi l'équité sportive. Je pense qu'on va devoir en dire un mot parce que les équipes ne sont pas toutes exactement pareillement préparées. Mais on a préféré prioriser, maintenir donc le business, le spectacle de la Bundesliga, entretenir une continuité. Et donc, on sait, les dirigeants politiques l'assument et les dirigeants du football l'assument. On sait que ça ne sera pas une saison comme les autres, évidemment. On va essayer de reprendre dans des conditions à peu près normales. Mais David, dans ces 41 pages que vous avez évidemment lues pour nous, est-ce que Timo Werner et Thomas Müller vont apparaître masqués sur un terrain? Est-ce qu'ils vont pouvoir tacler? Est-ce que, par exemple, les attaquants ne seront pas taclés alors par les défenseurs s'ils courent vers le but? Alors, on a fait en sorte que tout ce qui est en dehors du jeu, y compris l'entrée des joueurs sur le terrain, y compris les gens autour du terrain, tout ce qui est en dehors du jeu, respecte strictement le protocole que nous connaissons dans les autres pays. La distance, les masques, les protections, pas de contact, etc. Et sur le terrain, on a poussé au maximum le curseur dans ce sens-là aussi, en disant, et là on pourrait en débattre sans doute longtemps, en disant seuls les faits normaux de jeu sont susceptibles d'entraîner des contacts. C'est-à-dire que oui, on va pouvoir tacler, oui, on va pouvoir aller dans un duel, mais au-delà de ça, il n'y aura pas de scène de joie après un but, il n'y aura pas de contact direct avec l'arbitre, il n'y aura pas ce genre de choses. Ça risque d'être compliqué pour les joueurs qui ont quand même eu très peu de temps pour s'habituer à ces règles qu'on a essayé de mettre en place. Il y aura des masques pendant les matchs? Mais non. En dehors du terrain, c'est-à-dire sur les bancs de touche notamment. Sur les bancs de touche. On a Xavier? Si vous me permettez, oui, on a déjà des exemples du foot d'après, si vous me permettez l'expression, avec ce qui s'est passé en Corée le week-end dernier. Le match d'ailleurs entre les Jeonbuk Motors et le tenant de la coupe était retransmis gratuitement sur Facebook et tous les amateurs de football partout dans le monde pouvaient le voir, sur YouTube, et pouvaient le voir gratuitement. Le football en lui-même reste le même. On tacle, on se tient le maillot, on se dispute le ballon. Ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait pas de contamination, c'est que l'environnement soit sain. Quand vous embrassez votre femme ou votre fils ou votre cousin, vous savez qu'il n'est pas malade, vous risquez rien. Donc, l'objectif du football aujourd'hui, c'est que les acteurs sur le terrain soient sains. C'est pour ça qu'on fait des tests en amont, des tests tous les jours ou tous les 2 jours. Une fois que ces gens ne sont pas malades, ils ne risquent pas de se contaminer puisqu'ils ne sont pas malades. Ils peuvent jouer normalement. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui du football professionnel, et l'Allemagne montre l'exemple, mais c'est aussi l'enjeu pour l'Angleterre, pour l'Espagne, pour l'Italie, pas pour la France, puisque la France, on a arrêté la saison. Mais c'est de faire en sorte que les joueurs se rencontrent dans des conditions normales à partir du moment où on sait qu'ils ne sont pas malades, tout simplement. Oui, mais sauf que bon, je ne suis pas épidémiologiste, mais on nous dit qu'on ne peut pas même embrasser nos parents parce qu'on peut être porteur du virus. Donc, les rapprochements, théoriquement, voire, on le sait, les problèmes de crachat, de salive et tout, sont théoriquement… Que Annie, vous, comme la majorité de la population, surtout en France, n'est pas testé. Donc, on ne sait pas. Oui, mais là, on sait aussi que les personnes âgées sont plus fragiles, plus vulnérables à la maladie. Et on a raison de les protéger.
Maintenant, les joueurs de football, ils ne sont pas à l'âge de la retraite, ils sont en pleine force de l'âge. Donc, ils sont testés tous les jours, ils ont un suivi médical très professionnalisé. À partir du moment où ils sont testés, qu'ils sont aptes à jouer, rien ne les empêche de tacler l'adversaire. Sauf qu'on a vu qu'à Dresde, il y avait David Lortolari, beaucoup de joueurs qui avaient été malades et donc mis en quarantaine. Et pour l'instant, l'équipe est 2 semaines out. Voilà. Une quarantaine, quatorzaine. Ils sont out. Mais David Lortolari, il y a quand même un grand médecin allemand qui a un peu rué dans les brancards parce qu'il y a de la contestation aussi en Allemagne contre cette reprise du championnat et qui a dit qu'il pourrait y avoir des lésions pulmonaires irréversibles pour les joueurs, que ça pourrait même être plus grave chez eux. Alors, il y a même des joueurs, et j'ai repéré parmi les plus influents d'entre eux l'ancien de Saint-Étienne, l'ancien de Dortmund, le défenseur Neven Subotic, qui joue actuellement à l'Union Berlin, qui a publiquement dit que pour lui, les joueurs étaient envoyés un petit peu, entre guillemets, le terme est trop fort, mais à l'abattoir, et qu'ils étaient considérés comme des marionnettes parce qu'ils n'avaient pas été tellement, on ne leur avait pas demandé réellement leur avis. Mais Annie, je vais même aller plus loin que ce que dit Xavier. Sur le terrain, il va y avoir donc un protocole très strict qui va s'étendre à l'ensemble du stade. C'est-à-dire que les ramasseurs de balles seront moins nombreux. Les arbitres ont eux aussi évidemment un protocole. Il n'y a pas de supporters. Les journalistes sont réduits au strict minimum et vont rester en tribune de presse. Et les interviews, quelques interviews seront faites aussi à travers un plexiglas. On a invité même les joueurs, il faut le dire à nos spectateurs et à nos auditeurs, on a invité les joueurs à limiter au maximum les contacts avec leurs proches, y compris au sein de leur propre foyer. Voilà, on a au moins essayé de pousser le curseur au maximum. D'assainir. Que tout cela soit le moins dangereux possible et statistiquement le moins risqué possible. Hugo Moissonnier, il y a en plus un symbole dans cette première journée de reprise de la Bundesliga, c'est ce fameux derby de la Ruhr. Ce derby de la Ruhr qui va donc se disputer à Dortmund face à Schalke 04 dans ce fameux stade où vous êtes allé en plus quand le Paris Saint-Germain avait fait son match de Ligue des Champions avec ce fameux mur jaune. C'est 81 000 spectateurs d'habitude et là il n'y aura personne ni dans ce fameux mur jaune qui est en général bruyant et très vivant. Est-ce que le huis clos aura des bémols ? Le huis clos aura des bémols. Comment ne peut-il pas y avoir des bémols dans un championnat comme la Bundesliga ? C'est pas David Lortolari qui va me contredire. L'un des charmes, l'un des atouts de la Bundesliga, c'est quand même cette ferveur populaire, cette assise. Les clubs, notamment Dortmund, mais pas que, les stades sont pleins, 41 000 personnes, un peu plus de 40 000 personnes en moyenne par match, c'est ça David, si je ne me trompe pas, la moyenne d'affluence en France, on rêverait d'avoir ça, donc forcément ça va changer beaucoup de choses. Et là où c'est intéressant, selon moi, et pas que selon moi, j'ai interrogé un économiste, monsieur Vincent Chaudel, pour le nommer, fondateur de Business, c'est qu'on a voulu préserver l'économie, quitte à laisser les supporters de côté, mais rien ne dit que ce huis clos ne fera pas des dégâts sur l'économie du football. Alors déjà, vous allez forcément perdre en billetterie, mais ça, à la limite, c'est plutôt facile. Oui, ils acceptent le jeu. À comprendre. 91 000 €. Seulement, voilà. Pardon, 91 millions d'euros ne seront environ pas… 20% du budget des clubs, c'est ça la billetterie, donc c'est une grosse perte pour les clubs allemands. Mais ce que m'expliquait Vincent Chaudel, c'est qu'à terme, vous pourriez y perdre également en termes de droits télé. Pourquoi ? Parce que quand les gens regardent un match de football, ils ne regardent pas que le jeu, ils ne regardent pas que les acteurs, ils regardent aussi le contexte, une ambiance. Quand on regarde des belles soirées de Ligue des Champions, on regarde aussi ça pour des stades pleins et la ferveur qui entoure ces rencontres. La Première Ligue, elle a largement mis en avant ces tribunes. Et d'ailleurs, les retransmissions ont toutes des micros autour des stades. On entend les supporters, on les entend chanter, on les entend haranguer, insulter, voire. Dortmund est un club qui est devenu très populaire, pas seulement en Allemagne, aussi parce que ce stade, ce Signal Iduna Park, porté par son mur jaune et la tribune sud, forcément, ça envoie du rêve, comme disent les jeunes. Le problème, c'est que les télés, pour l'instant, elles mettent de l'argent pour diffuser du football, et si le huis clos venait à se prolonger et que le spectacle qu'elle propose était amoindri par l'absence de supporters en tribune, mettront-elles autant d'argent sur la table? C'est-à-dire qu'avec le huis clos, vous pouvez aussi, à long terme, vous tirer une petite balle dans le pied. Les audiences, elles seront
présente malgré le huis clos pour les premiers matchs. Au moins au début, oui. Donc on va regarder. Mais quid de ce qui se passera dans plusieurs mois si le huis clos venait à se prolonger? On ne sait pas combien de temps va durer le huis clos et c'est peut-être un pari d'avoir laissé les supporters de côté dans ce scénario de reprise. Alors, je vous propose d'aller dans la jungle où se trouve notre ami Rémi Ngono avec des crocodiles et des singes derrière lui. Comme à son habitude, il nous élargit l'horizon dans ce Radio Foot. Je vous ai gardé la meilleure question, Rémi. Est-ce que c'est encore du foot, ce à quoi on va assister sans supporters, avec parfois un silence de cathédrale? On avait vu ce que ça avait donné, même à travers la télévision, entre le PSG et Dortmund au Parc des Princes, avec aussi certaines adaptations de règles. La semaine dernière a été donc adopté ce changement. On ne change plus 3 joueurs, mais 5 dans un match. Est-ce que ça va être du faux football, Rémi? C'est une comi-tragédie. Ça n'a rien à voir avec le football. D'ailleurs, j'ai vu comment est-ce que Xavier Barré est venu justement avec un jouet pour nous montrer que ce ne sera pas du jeu, mais une affaire de jouets et de mascotte. Première des choses, on nous fait comprendre que le football, c'est un sport de contact. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, les joueurs seront sains, ils seront dans le stade. Sauf que, on vous fait comprendre que dans les vestiaires, dans les coulisses et même dans les bus, il faut maintenir une distance d'1,5 m. Les gens qui sont, par exemple, les remplaçants et les coachs et tout, doivent avoir 1,5 m d'écart. Ils vous le disent. Maintenant, arrivé au stade, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que ceux qui sont au banc de touche, ils portent des masques. Ceux qui sont au stade ne portent pas les masques. Où est la logique? Alors que eux tous, ils font partie d'un même club. C'est pour pas qu'ils s'étouffent, Rémi. Bon, première des choses, qu'est-ce qui va se passer pendant, par exemple, un coup franc? Il faut placer le mur. On va dire qu'au niveau du mur, il y aura des trous. Il y aura des trous. Un joueur comme un autre, on va dire non, 1 mètre d'écart, 1 mètre et demi d'écart. Au niveau du corner, personne ne va se... Donc, les joueurs ne vont plus faire le marquage. Et justement, imaginez, par exemple, que dans la surface de réparation, vous ne pouvez pas dire à un défenseur de ne pas coller son adversaire. Autrement dit, on invente un autre football. C'est pour ça que je dis que tout ça, c'est du théâtre. Parce que après tout cela, on vous fait comprendre, derrière, vous n'allez pas, par exemple, vous toucher avec... J'ai même vu qu'il fallait éviter d'envoyer les messages. Comme si un message pouvait transmettre le coronavirus. Et on vous dit que au niveau de la vie privée, les joueurs ne doivent pas sortir. Mais leur épouse peut sortir pour aller faire des courses. Quand elle fait des courses dans un super magasin, on fait sortir tout le monde pour qu'elle n'ait pas de contact. Elle aura des contacts avec des gens là-bas, revient à la maison, a des contacts avec son mari. Alors, moi, à une certaine période, il faut qu'on arrête tout ce qu'on est en train de raconter là, parce qu'on ne peut pas me dire, on va mettre les plexiglas, on va mettre ceci et cela, entre des joueurs, entre les reporters. Mais au stade, il n'y a pas de plexiglas. Je préfère donc que, désormais, au lieu que les joueurs portent des maillots, que chaque joueur, attendez, voici ma proposition, que chaque joueur porte un plexiglas au niveau de son visage jusqu'aux pieds, et comme ça, tout le monde est protégé. Il faut adopter les plexiglas. C'est nettement mieux, ce football-là. Ou bien, vous faites jouer comme les astronautes, et c'est mieux. Et quand on me dit encore aujourd'hui... Oui. Rémi, justement, on avait mis sur la page Facebook de Radio Foot International ces joueurs en bubble foot là, qui sont entourés. Alors, c'est du plexiglas, mais en plus, c'est des bulles. Comme ça, quand ils rentrent dedans, ça fait presque comme des autotamponneuses. Messieurs, je voudrais vous faire réagir. Est-ce que pour vous... de bubble foot, si vous avez fait une partie de bubble foot, au bout de 10 minutes, vous êtes rincé, hein, parce que sous ces bulles, il fait très chaud. C'est pour ça que je plaisantais en disant qu'ils allaient s'étouffer. Mais effectivement, on imagine mal des sportifs de haut niveau faisant des efforts énormes pour la respiration et ne pas avoir de masque. Je voudrais vous demander votre avis, à vous aussi, tous les trois. Xavier Barré, j'ai vu évidemment que vous n'étiez pas du tout d'accord avec Rémi. Hein, on revient au monde d'avant. Vous n'êtes pas d'accord? Vous ne trouvez pas que ça sera un spectacle? Surtout, les arguments de Rémi Ngono sont amusants, font sourire nos auditeurs et nos internautes, et tant mieux. Mais ils sont pas sérieux. On sait très bien qu'aujourd'hui,
l'enjeu, et je répète rapidement ce que je viens de dire, c'est que les joueurs soient sains, qu'ils soient donc protégés. Pareil, c'est pas par hasard que tous les clubs de Bundesliga ont réservé des hôtels et ont mis leurs joueurs au vert depuis plusieurs jours, de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact extérieur, justement, pour qu'il n'y ait pas de risque de contamination. Donc, en fait, l'objectif, c'est que le stade soit un petit peu comme un bloc opératoire. Excusez-moi la comparaison, c'est un peu maladroit, mais bon, sans virus et qu'on puisse jouer au football. Pourquoi porter le masque? Pourquoi porter le masque au banc de touche? Pourquoi porter le masque alors qu'on est supposé être sain? Est-ce que tu peux par exemple, l'entraîneur portugais du Jeonbuk Motors, il l'avait au début du match, là, le week-end dernier en Corée, puis il l'a enlevé à la fin. Bon, il n'y a pas eu. Je pense qu'on va avoir des scènes assez rigolotes. Hugo, comment vous voyez ce… Alors, évidemment, on sait que ce n'est pas le football, le jeu qui est en cause là, c'est l'industrie du football, comme écrit notre ami David Lortolari sur le site Eurosport. C'est l'industrie qui rentre en piste en ce moment. Oui, c'est l'industrie, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut bien faire ses calculs. Est-ce que à vouloir sauver ce qui est encore sauvable, on risque pas de perdre à long terme? On veut préserver ce qu'on peut préserver à court terme, mais à long terme, est-ce qu'on risque pas d'y être perdant, y compris sur le plan du business, sur le plan de l'économie, puisque je suis d'accord avec Xavier, l'important dans le football, c'est que les footballeurs puissent y jouer au football, mais dans le cadre du football business, ils ne sont pas les seuls acteurs, et les supporters, je reviens sur la question du huis clos, sont très importants, et je trouve qu'ils ont été un petit peu écartés. On est parti du principe que jouer à huis clos, ma foi, c'était pas si grave. Non, je pense que c'est très grave. Mais Hugo, tout le monde, vous voyez bien, tout le monde autour de nous sur les réseaux sociaux a envie de voir du foot. On ne peut pas aller au stade. C'est un constat. On est quand même mieux devant sa télé à voir des matchs que de rien voir du tout, que de regarder la énième diffusion de la 7e compagnie ou de Rabbi Jacob. Oui, mais ça, c'est votre avis déjà. Et puis, ce sera peut-être vrai pour… C'est partagé par beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Là, regardez, la Corée a fait un carton d'audience la semaine dernière. Oui, mais c'était peut-être la curiosité aussi. Ils ont fait un carton d'audience. Regarde, Xavier Barré, il nous amène en Corée. Xavier Barré nous amène en paix. Il nous amène en Corée. Mais quel exemple? C'est-à-dire que des pays démocratiques comme la France qui vont maintenant nous prendre la Corée. Pourquoi tu ne nous prends même pas comme président? La Corée, c'est démocratique aussi. La Corée du Sud, c'est démocratique. Je voudrais revenir à David Lortolari. Rémi, on va revenir, David, pour terminer quand même sur ce sujet Bundesliga. Je voudrais qu'on parle de football. C'est-à-dire que on va avoir un championnat où le Bayern a repris la tête il y a pas très longtemps. Le Dortmund est sur ses talons et était dans une bonne dynamique, alors que Leipzig et Mönchengladbach, qui avaient pas mal mené la danse en début de saison, se sont un peu écroulés. Où en est-on? Parce que finalement, bon, que ce soit du foot ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, on va aussi avoir un contexte complètement différent, et notamment les petits, souvent poussés par leur public, qui vont se retrouver face aux ogres bavarois et autres. Le principal problème sur le plan sportif qui a été identifié et qu'on essaie d'anticiper le mieux possible en Allemagne avec des craintes, c'est éventuellement, si on arrive jusque-là, les 2-3 dernières journées de championnat, les équipes qui seront en position de se qualifier pour la Ligue des Champions et celles qui seront menacées par la relégation ont craint des tensions, notamment populaires. Ça, c'est un problème, on y reviendra en temps et en heure. Mais je le disais en préambule, il n'y aura pas une équité sportive parfaite. Les équipes ont repris en gros l'entraînement collectif depuis 1 à 2 semaines. Une grosse semaine à 2 semaines. Il y a des équipes qui peuvent avoir des joueurs qui sont mis en quarantaine. Ça peut arriver. Ça vient d'arriver avec Brest il y a exactement 1 semaine en deuxième division. L'équité sportive, on sait qu'elle est bafouée d'ores et déjà. On l'assume. À partir de là, il va y avoir des gagnants. Au Bayern Munich, Lewandowski est gagnant parce qu'il était blessé avant l'interruption. Il revient, il va pouvoir jouer. À Dortmund, à l'inverse, Axel Witsel et Emre Can, les 2 milieux de terrain essentiels, sont forfaits ou quasiment forfaits pour ce week-end. Donc, il va y avoir des choses comme ça qui sont acceptées, bon an, mal an. Ce qu'on craint aussi en Allemagne quand même, c'est qu'avec un entraînement collectif qui n'a repris que depuis 10, 12, 14 jours, ce soit peut-être un peu difficile sur le plan physique pour les joueurs, encore qu'ils se sont entretenus individuellement depuis le début de la pandémie. Ils se sont entretenus ensuite par petits groupes de 2, de 4, une demi-équipe
progressivement. Et donc, ce ne sont pas les principales craintes. Et on espère pouvoir avoir du football qui ressemble à du football, n'en déplaise à notre ami Rémi. Rémi, justement, est-ce que c'est un boulevard pour le Bayern Munich, ce genre de contexte? Oh, on peut dire que c'est presque un petit boulevard dans la mesure où vous savez que déjà le Borussia commence très très mal avec un adversaire qui est quand même un adversaire qui lui crée souvent des problèmes. Et d'ailleurs, l'année dernière, ils n'ont pas perdu. C'est l'Union de Berlin. La Bundesliga à partir d'un certain nombre de choses et tout et tout. Et puis, on a vu comment est-ce qu'il s'était aussi écoulé contre le Schalke 04. Donc, actuellement, on se dit peut-être que lorsqu'on essaie de voir cette équipe de Dortmund actuellement, qui manque quand même des pièces essentielles, bon, certes, on va peut-être dire que Sancho, il était très chaud à une certaine période, mais actuellement, ce n'est plus exactement ça. Mais je crois quand même qu'au regard de ce qui est en train de se passer, et vu que le Bayern de son côté a toutes ses forces, je crois que c'est très très mal parti pour la concurrence. Pratiquement, c'est le 28e titre qui est en train de se glisser. Hugo, vous êtes d'accord? Oui, moi je dirais presque que c'est un petit peu anecdotique quand même. On vient de parler pendant 20 minutes pour dire qu'on reprend surtout pour préserver le business et donc l'avenir de la Bundesliga. Ça se discute. Mais il y a des places européennes en jeu, évidemment. Il y a des places européennes en jeu, mais je pense que personne du côté du Bayern Munich, même si on aime bien faire montre d'une certaine arrogance dans ce club, ne brandira avec fierté ce titre de champion si toutefois il venait à être soulevé. Je pense pas que. Ils ont changé d'entraîneur quand même. Ils ont changé d'entraîneur, le Bayern. S'ils sont champions, même. Parce que les conditions de cette fin de saison sont les mêmes pour tous les clubs. Il y a eu la coupure pour tout le monde. Alors, effectivement, il y a des joueurs blessés. C'est presque une histoire de destin, d'une certaine manière. Le Bayern n'était pas bien. Le Bayern n'était pas bien. Ils virent Kovac. Ils mettent Hansi Flick. Enfin, ça fait plusieurs semaines qu'ils ont viré Kovac. Oui, mais à l'arrivée. Oui, mais à l'arrivée, le Bayern a quand même connu une saison compliquée. S'ils sont champions, je ne pense pas qu'ils crachent sur ce titre-là. En revanche, si Leipzig est champion pour la première fois de son histoire, ou si Dortmund leur enlève le titre, croyez-moi, ce sera un vrai événement sportif. Bon, eh ben, rendez-vous donc ce week-end pour ne pas manquer tous ces matchs de Bundesliga. Bon week-end alors, David Lortolari, vous avez du boulot, ça reprend là. Tout à fait, Annie. Et Xavier a raison, il faut surveiller le RB Leipzig parce qu'ils ont vraiment les crocs et ils se disent que c'est peut-être l'occasion d'avoir un premier titre et d'entrer dans l'histoire, effectivement. On sera tous attentifs ce week-end au football allemand puisque le championnat reprend avec quand même des belles affiches, en tout cas attrayantes. Et pour ceux qui ne pouvaient pas se passer de football, les drogués du football, eh bien, voilà leur drogue qui est de retour. Merci beaucoup, David Lortolari. À très bientôt. Merci. Adrien Rabiot à la une de la presse italienne. Et malheureusement, ce n'est pas véritablement pour un exploit sportif, malheureusement pour nous et malheureusement pour lui, sans doute. Mais c'est pour de mauvaises raisons. L'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui a rejoint Turin, vous vous en souvenez, l'été dernier, eh bien, il ne vient que de rentrer à Turin, à la Juve. C'était mercredi. Et il est arrivé bon dernier. En fait, les dirigeants Bianconeri avaient demandé à leurs joueurs, alors je dis demander, ce n'était pas une obligation, mais demander à tous les étrangers de rentrer parce que théoriquement, la date de reprise de l'entraînement collectif est fixée au 18 mai prochain. Et le problème, c'est que les étrangers, quand ils rentrent en Italie, en ce moment, ils sont en quarantaine, pas de 40 jours, mais une quatorzaine. Donc, et on a vu Cristiano Ronaldo revenir dès le 4 mai. Il est revenu en famille, d'ailleurs, à Turin, et c'était pour se préparer pour le championnat. Alors, on a cet exemple, on a eu aussi celui de Zlatan, qui est rentré, lui, à son club de Milan. Selon Matteo Cioffi, avec qui j'ai parlé avant cette émission, tous les étrangers sont rentrés, sauf Adrien Rabiot, qui était dans sa maison, pas très loin en plus, à Nice, mais qui préférait s'entraîner encore là. On dit aussi qu'il était, Hugo Moissonnier, il n'était pas très content, Adrien Rabiot, du traitement infligé par le club, et notamment qu'on ne les a pas payés parce que, crise oblige, on leur a supprimé des mois de salaire, et lui, il n'était pas très content de ça.
Oui, c'est ce qui se dit dans certains médias italiens, mais c'est à prendre avec des pincettes. Et tout comme il faut rappeler, vous l'avez fait, Annie, que d'un point de vue, on va dire, juridique, il ne s'est pas mis en faute par rapport à son club. C'est plutôt l'esprit qui pêche dans cette histoire et l'image renvoyée qui pêche pour Adrien Rabiot. Et Enfin, la Juve a sûrement fait passer un message à travers le journaliste de la Stampa, ça paraît clair. c'est fort probable et ça rappelle, même si les données étaient un peu différentes, ça rappelle un peu ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain, où là encore, d'un point de vue strictement juridique, il n'avait pas forcément grand-chose à se reprocher, Adrien Rabiot, mais c'était quand même mis dans une situation intenable et c'est un peu ce qui est agaçant avec ce joueur, c'est qu'on a l'impression qu'il fait un petit peu tout pour se mettre dans des situations un peu inextricables où, in fine, il aura le mauvais rôle. On se souvient également de ce qu'il a pu faire en sélection nationale, son entrée en jeu plus que ratée contre la Bulgarie et derrière il nous déclare que il faisait froid et qu'il n'était pas chaud et que c'est pas simple. Derrière il refuse d'être suppléant, il me semble que c'était le terme à l'époque en équipe de France dans le cadre de la liste de Deschamps pour la Coupe du Monde 2018. Donc il se met au port de l'équipe de France. On se souvient de ce qu'il ne voulait pas jouer au poste de sentinelle lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. Club qu'il a voulu quitter à la fin de son contrat, ce qui est son droit, mais alors du coup il s'est mis dans une situation où il a été écarté. C'est un peu l'histoire d'Adrien Rabiot et le grand problème avec Adrien Rabiot, c'est que ses performances sportives ne justifient pas forcément qu'il se mette dans ce genre de situation. En tout cas, quand il se met dans ce genre de situation, il n'est pas en position de force. C'était le cas au Paris Saint-Germain où finalement il n'a pas toujours été le joueur brillant qu'on a parfois pu entrevoir dans certains matchs, notamment contre le Real ou contre Barcelone. Et c'est encore plus le cas à la Juve, où pour l'instant le bilan est très mitigé, avec notamment des débuts ratés, avec du il n'a pas beaucoup joué au cours de la saison. Et ça allait mieux cet hiver, et ça a rebaissé juste avant la coupure, avec un mauvais match contre Lyon notamment. Exactement. Alors justement, Rémi, on peut peut-être se poser la question autour de ce joueur. On a l'impression qu'il répète d'une certaine manière ses erreurs, qu'elles soient condamnables ou pas, mais en tout cas la manière dont elles apparaissent. Est-ce qu'il est en train de s'aborder sa jeune carrière? Il a 25 ans, il était plutôt prometteur et maintenant on dit qu'il ferait le forcing et que d'ailleurs la Juventus voudrait se débarrasser de lui et qu'il aimerait partir rejoindre Ancelotti à Everton, qui pour l'instant n'est pas vraiment dans le top 6 des clubs anglais. Je crois que vous avez parlé d'ailleurs de Carlo Ancelotti, parce que c'est Carlo Ancelotti qui fait quand même qu'il monte en équipe première au niveau du Paris Saint-Germain. Et justement, sachez aussi que Carlo Ancelotti, à force de nous présenter souvent des gens comme étant des perles, ces gens finissent toujours par la poubelle. Rappelez-vous par exemple de Gourcuff. On nous avait présenté Gourcuff comme étant aussi, ayant été découvert par Ancelotti, qu'il faisait le zig, le zac, et on a même dit qu'il était le futur Pirlo, et après on a dit que c'était le futur Riquelme. Mais parlez-moi d'Adrien Rabiot. Maintenant, c'est pour vous dire, c'est lui aussi qui est venu avec, pour vous dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que lorsqu'on présente précocement quelqu'un comme étant déjà un modèle, comme étant le futur tel, alors qu'il n'a pas encore fait des preuves, c'est rapidement monté dans la cervelle au niveau d'Adrien Rabiot, qui s'est retrouvé là en équipe première, qui a été titularisé, qui a joué un match contre Barcelone, alors qu'il n'avait pas encore des côtes solides. Et du coup, il a commencé, après avoir eu ces galons-là, à dire au niveau du Paris Saint-Germain qu'il fallait déjà qu'il soit titulaire. Et il s'est cassé les dents. Maintenant, lorsque vous regardez le même parcours, vous quittez le Paris Saint-Germain pour aller où? Exactement en Série A. Et en plus, il quitte le Paris Saint-Germain sans avoir renouvelé son contrat, donc il quitte libre de droit. Donc le club qu'il a formé, déjà, il le trahit un peu. Et il se retrouve à Turin, on pense que c'est une promotion, et ça recommence pareil, Rémi. Ah oui, ça recommence pareil, parce que déjà, lorsqu'on essaie quand même de regarder qu'au niveau du Paris Saint-Germain, il était le premier de l'ère Qatari à être présenté comme la tête d'affiche de la formation du PSG. Oui. C'est-à-dire que c'est le premier qui signait un contrat professionnel. Mais malheureusement, comme on dit, toutes les fleurs ne donnent pas des fruits. Donc, aujourd'hui, Adrien Rabiot est justement ce qu'on peut appeler l'échec de ces perles qu'on nous présente comme Jérémy Ménez, qui lui aussi, en Ligue 1,
avait vite signé son contrat professionnel à 16 ans, est parti échouer en Italie parce qu'on en a trop fait. C'est pour cela qu'il faut toujours donner la possibilité aux joueurs de pouvoir grandir, de pouvoir les prouver, que ce soit les Ben Arfa, que ce soit les Jérémy Ménès, que ce soit Adrien Rabiot. On se rend compte que c'est le même chemin de l'échec parce qu'on les a trop vite poussés. On a vite plus à mettre la couronne sur la tête des poussins. Mais Rémi, il a 25 ans quand même maintenant, hein, il n'est plus si jeune. Xavier Barret, est-ce que finalement Adrien Rabiot, c'est un sabordage un peu à la mode d'autres joueurs qui ont parfois été mal conseillés, qui ont parfois fait des mauvais choix? Est-ce que vous le faites rentrer dans ce cadre ou vous pensez que c'est des erreurs de jeunesse et qu'il peut encore se rattraper? Comme vous le dites très bien, Annie, il a 25 ans, donc c'est plus un jeune. Non, mais des erreurs derrière lui. Et sa carrière n'est pas encore terminée. Il peut encore se rattraper, même si elle n'a pas encore bien démarré. Oui, elle est un peu plombée. Non, moi, ce que je regrette, c'est qu'effectivement, Leonardo nous en avait parlé très tôt au Paris Saint-Germain. Il avait misé sur lui, le club avait misé sur lui. Et donc, lui, il en a fait une affaire financière, effectivement, sur les conseils de sa maman. Et il n'a pas voulu devenir cette tête d'affiche du Paris Saint-Germain que les dirigeants parisiens espéraient. Il a préféré aller au bout de son contrat sans jouer et donc signer à la Juventus. Donc là, on ne peut pas dire que ce soit un mauvais choix. Il restait entre guillemets dans la légalité. Là, c'est pareil. On dit que c'est un échec cette première saison. Il ne faut pas oublier qu'il sort effectivement d'une saison parisienne où il n'a pratiquement pas joué, puisque à partir du moment où il ne voulait pas prolonger, on l'a mis de côté. Donc il arrive à la Juventus. Il a juste quand même le 5e salaire de Serie A quand même. Oui, parce qu'il arrivait libre. On n'a pas payé. La Juventus n'a pas payé d'indemnité de transfert pour lui. Non, je sais bien. Quand vous arrivez libre, vous pouvez négocier un salaire plus élevé. Puisque le club justifier ça avec une bouderie et ne pas être content de participer à… Oui, pour après, conclure, effectivement, son comportement dans cette affaire est effectivement difficile à suivre. Maintenant, là encore, vous l'avez expliqué, il n'est pas totalement en faute parce qu'il était à Nice, il était tout prêt, il était prêt à rentrer et on ne connaît toujours pas. Il y a d'autres joueurs qui ont argumenté de la même façon. On ne connaît toujours pas la date de reprise du championnat. Et on ne connaissait pas les dates de reprise des entraînements. Bien sûr que si. Cristiano Ronaldo est rentré le 4 mai. Il savait que l'entraînement reprendrait le 18, alors que là, lui, il ne pourra reprendre l'entraînement que le 28. Absolument, absolument. Donc effectivement, là, effectivement, ce comportement est répréhensible, mais je me retrouve avocat de Rabiot qui n'a pas besoin de moi pour le défendre, mais je pense qu'on peut lui laisser un peu de temps, d'autant plus que cette première saison, il a joué 24 matchs de championnat sur 27. Oui, mais il n'a pas été toujours titulaire. 16 titularisations, sachant qu'en début de saison, il n'était pas dans le rythme. Juste pour terminer, Hugo, vous vouliez rajouter une petite chose? Oui, moi aussi, je voulais me faire, un peu malgré moi, l'avocat de Rabiot, participer à cette opération réhabilitation main dans la main avec Xavier Barret. Rappeler que, peut-être revenir sur un terme que vous avez utilisé, Annie, vous dites qu'il a trahi son club formateur. Bon, il est parti à la fin de son contrat, ce qui est quand même tout à fait son droit. Le PSG l'a mis de côté, moral, hein. Alors qu'il voulait simplement… moral. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le traitement que lui a fait subir le PSG, il est aussi extrêmement discutable. D'autant, alors là, on s'aventure sur un terrain qui est toujours un peu compliqué à arpenter parce que c'est celui de la vie privée. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes dans sa vie privée, notamment des problèmes de santé de son père. Je crois qu'il a perdu également et son père et sa grand-mère au moment où ça a commencé à cafouiller sévère avec le Paris Saint-Germain. Donc, il ne faut pas non plus juger trop sévèrement quelqu'un dont on ne perçoit pas forcément toute la complexité. Sauf que malheureusement, le professionnalisme n'est pas toujours très regardant pour ce qui est des problèmes personnels. Et j'ai voulu parler avec Matteo Cioffi justement avant cette émission pour savoir si la Stampa avait un peu lancé ça en voulant accréditer une rumeur, mais apparemment, c'était extrêmement bien sourcé. Et donc, le problème de Rabiot, c'est qu'il est très certainement en délicatesse avec un club qui avait misé sur lui, on va dire. Peut-être pas l'entraîneur, d'ailleurs, Tsali, qui ne l'a pas trop utilisé. Allez, on passe à autre chose, chers amis, et nous allons rendre hommage à un ancien joueur et sélectionneur du Cameroun disparu en début de semaine. C'était pour moi un homme merveilleux qui avait gardé de son passage de footballeur professionnel tout ce qui peut être positif. Il connaissait et le jeu et les hommes. Philippe était quelqu'un
que les joueurs comprenaient, qui comprenaient d'abord lui, les joueurs, et les joueurs se sentaient proches de lui. Il était très humble, évidemment, mais il savait parler, il savait dire les choses, il avait bien observé le foot, il était précis dans ce qu'il disait. Le titre nous tendait les bras, on avait une très très bonne équipe qui finalement n'a pas gagné la CAN de 92 sans avoir perdu un match. On n'a pas perdu, on a été éliminé au pénalty après en avoir raté un dans le match. Il voulait gagner en tant que sportif. Il voulait d'ailleurs tellement gagner et pensait tellement avoir l'équipe pour gagner que figurez-vous que pour le match pour la 3e place, il n'avait pas fait d'équipe, il n'a pas fait de composition. Moi, par exemple, il m'a dit « qu'est-ce que tu fais ? C'est pas la peine que tu joues ce match. » Donc, on n'est pas là pour remplir des statistiques. Laisse Jacques, il n'a pas joué. Bon, ben, il va jouer. Puis, aux autres, qui veut jouer, ce n'était pas « je vous impose, on veut absolument gagner ». And Nigeria have claimed 3rd place. For the 2nd successive game, Cameroon have missed a penalty and gone on to lose the match. Pour lui, on n'a pas gagné. Le match pour la 3e place, ceux qui veulent se faire plaisir vont entrer et jouer. Amusez-vous. Mais bon, si on ne finit pas premier, finir 3e ne l'intéressait pas particulièrement. Je pense que Philippe était vraiment un type bien. Joseph-Antoine Bell, dont le témoignage a été recueilli par Éric Chorin pour RFI. Philippe Redon avait donc 69 ans et avant d'être sélectionneur du Cameroun, il avait été aussi d'ailleurs un sélectionneur du Libéria en l'an 2000. Philippe Redon avait été footballeur professionnel, ce dont il se rappelait, comme nous dit Joseph-Antoine Bell. Il avait été attaquant à Rennes, au PSG, à Bordeaux. Il était aussi pharmacien de profession, ce qui lui donnait un peu cette image d'intello du football, parce que c'était par ailleurs un passionné de tactique du jeu. Rémi, il avait emmené donc les Lions indomptables en 1992, il a été sélectionneur 2 ans, il les avait emmenés jusqu'en demi-finale de la CAN. Finalement, ils étaient tombés sans perdre face à la Côte d'Ivoire au tir au but. Qu'est-ce que vous gardez, lui, de l'image de ce Philippe Redon et de son passage à la tête des Lions indomptables? On peut dire que Philippe Redon a quand même montré cet exemple d'un entraîneur qui avait créé une véritable famille autour de lui. Ce n'était pas l'entraîneur qui avait le père fouettard. Ce n'était pas ça. Parce que déjà, quand vous voyez Bell quand même, qui a une tête grillée des Lions indomptables, rendre hommage comme ça, cela veut dire que déjà, même mentalement, il avait réussi à prendre à la fois les 2 têtes d'affiche des Lions indomptables qui étaient très difficiles parfois à prendre. C'est-à-dire qu'à la fois Roger Mila et Bell. Mais sauf que Roger Mila n'était pas revenu. Et au-delà de ça quand même, on a vu que lorsque Philippe Redon, effectivement en 92, pendant cette CAN-là, il a fait de très belles prestations. Le Zaïre, à l'époque, était une très belle équipe. Il faut savoir qu'il a rencontré, comment est-ce qu'il arrive au Cameroun? C'est Paul Biya qui est contacté, enfin, qui contacte justement Claude Leroy, qui était presque le conseiller du président de la République. Donc, c'est Claude Leroy qui demande plutôt à Paul Biya de faire signer Philippe Redon. C'est comme ça que Philippe Redon arrive au niveau de la sélection des Lions indomptables. Et il va rencontrer qui? À la CAN, il va rencontrer son mentor, c'est-à-dire Claude Leroy. Et il va éliminer Claude Leroy, c'est-à-dire que avec le Sénégal, l'élève qui bat son professeur, c'est ce qui s'est passé. Donc, dans cette optique, il espérait laisser des bons souvenirs cette équipe du Sénégal pouvait déjà donner le boulevard aux Lions indomptables d'aller jusqu'à la finale parce qu'on ne voyait plus qui pouvait stopper cet élan-là. Mais malheureusement, les Lions indomptables ont été sortis par, je crois, la Côte d'Ivoire, été sortis par la Côte d'Ivoire. Ça fait beaucoup mal, non seulement au Cameroun, mais également à Philippe Redon lui-même, qui d'ailleurs, au match de classement, avait décidé que ce soit juste des volontaires qui jouent ce match-là parce qu'ils ne voulaient pas ça. C'était un vainqueur. Oui. C'était quelqu'un qui était fier d'aller jusqu'au bout. Il était perfectionniste.
Mais malheureusement, ce genre d'entraîneur, le Cameroun ne connaît pas les garder. On préfère toujours faire venir des gens aujourd'hui qui n'ont pas non seulement le charisme, qui ne s'entendent pas avec des joueurs, qui viennent comme des faire-valoir et qui viennent juste pour essayer de partager de l'argent avec de la fédération, ce qui n'a pas été le cas avec Équilibre. Donc, hommage, un grand hommage et félicitations et un bon au revoir pour le Cameroun, pour cet entraîneur qui restera dans notre histoire, même s'il n'a pas remporté avec les noms innombrables un titre digne de ce nom. Justement, Joseph-Antoine Bell, dans le témoignage assez long qu'il donne à Éric Chorin, avoue que cet entraîneur avait prôné la gestion participative. Il faisait confiance à ses joueurs et malheureusement, l'avant-veille du match contre la Côte d'Ivoire, eh bien, les joueurs sont sortis, ils ont fait la fête, pas Joe, mais les autres. Et du coup, malheureusement, Joseph, il dit, je comprends pourquoi on avait raté un penalty dans le match, pourquoi on avait l'air fatigué. Il pensait que c'était parce qu'ils avaient joué peu de temps avant, mais malheureusement, il y avait eu quelques libertés prises par des joueurs de l'effectif. Merci beaucoup, Rémi, pour votre avis sur ce personnage qui a donc compté beaucoup dans la sélection camerounaise. Les amis, nous passons à nos cartons. Carton jaune. Un carton qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Radio Foot prend la main aujourd'hui, excusez-moi, mais c'est au nom du préfet Hugo Moissonnier, donc je vais prendre la main. C'est un carton qui se veut à la fois vert, mais qui se veut aussi albi-célesté, et je suis sûre que vous avez deviné déjà de quoi je vais vous parler. Un carton bleu ciel pour El Trinche, ce fameux footballeur argentin qui s'appelait Tomás Felipe Karlovich, qui est mort il y a 8 jours après un accident de vélo dans la ville de Rosario. Il avait 74 ans. Ce qui est amusant surtout, certains ont découvert son histoire, mais en Argentine, il y a toute une légende qui est créée autour de ce joueur et je vous conseille d'aller voir dans les archives, sur Internet, tout ce qu'on a pu écrire autour de ce joueur qui n'a jamais voulu, on peut dire ça, se soumettre à la loi du football professionnel, qui a préféré être un hédoniste, qui a préféré être un amoureux du jeu, qui donc fascinait, paraît-il, Marcelo Bielsa, Menotti, Pekerman, tous les grands entraîneurs argentins, et qui a préféré jouer dans des petits clubs, et notamment le fameux Córdoba Central. Et d'ailleurs, autour du stade, il a déjà été décidé qu'une des rues portera le nom de Tomás Felipe Karlovich, dit El Trinche. Il avait un style absolument magique, à tel point que Maradona l'avait vu récemment au cours du championnat. Il lui avait remis un maillot et dessus, il était écrit « À celui qui fut meilleur que moi ». Comme quoi, Maradona, parfois, peut avoir des gestes surprenants. À vous, vos cartons. Xavier Barret. Ben, puisque vous êtes dans les anciens, je vais attribuer un carton vert à un ancien, mais un ancien qui est encore de ce monde, heureusement, et qui joue et qui a même marqué pour la première journée du championnat de Corée, pour la reprise. Et c'est un joueur qu'on avait aperçu en France lors de la Coupe du Monde 1998 avec la sélection coréenne. Il avait 19 ans à l'époque. Il en a aujourd'hui 41 ans et il a marqué l'unique but du match d'ouverture pour les Jeonbuk Motors Hyundai contre le Samsung Blue Wings Suwon. Vous savez qu'en Corée, c'est les grands groupes industriels qui détiennent les clubs. Donc forcément, il y a des noms de marques connues qui sont associés au nom des clubs. Et donc Lee Dong-guk, à 41 ans, a marqué un but. Et c'est assez étonnant d'ailleurs de voir qu'à cet âge-là, il a su rester compétitif pendant tout ce temps-là. Je sens que Xavier Barret va se spécialiser dans le football sud-coréen dans nos prochains Radio Foot. Hugo Moissonnier, votre carton? Alors, mon carton, il est vert, comme mon stylo. Il est adressé à un temps, à une compétition que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisqu'elle va justement fêter ses 20 ans dans un mois. Nous n'aurons pas d'Euro 2020 cet été, mais nous avons eu un Euro 2000, il y a donc presque 20 ans. Et contrairement à Xavier Barret, je n'attends pas forcément avec impatience des matchs à huis clos. Et pour combler mon besoin de football, je me replonge dans les matchs du passé et je me suis replongé dans cette Euro 2000 dont on fête l'anniversaire, qui a été probablement
la plus belle compétition internationale de l'histoire du football moderne. Je ne dis pas ça parce que la France l'a remporté au terme d'un scénario que rocambolesque, mais tout simplement parce que le plateau était très relevé, les équipes étaient très belles, beaucoup de très bons joueurs bien répartis dans beaucoup d'équipes, beaucoup de matchs spectaculaires sur les pelouses belges et néerlandaises. C'était une co-organisation. Et sans les joueurs sud-américains, sans les Argentins et sans les Brésiliens qui, à l'époque, pouvaient se targuer d'avoir de très belles équipes, de très beaux joueurs. Donc voilà, l'Euro 2000, si vous êtes jeune et que vous avez envie de vous replonger dans une belle compétition du passé, sur Internet, vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut pour vous replonger dans cette magnifique Euro 2000. Hugo Moissonnier, l'un des co-auteurs de la série sur nos pages Facebook de RFI, de Radio Foot, de Mondial Sport, un jour, un match, n'est-ce pas Hugo Moissonnier? C'est toujours consacré cette fois au foot africain, pas d'Euro dans un jour, un match, mais les exploits marquants du les foot, équipes africaines. Mais je crois qu'on y parle de l'équipe de France, non? La même équipe de France. Oui. Un certain match de 2002. L'équipe de France battue 2 ans plus tard, 2 ans après son titre européen, par un certain Sénégal. Mais je ne vous en dis pas plus. Rémi Ngono, votre carton, quelle couleur? Vous nous mettez du rouge encore? Non, Annie, vous nous avez amenés dans l'Ancien Testament avec les vétérans et les succès du temps passé, raison pour laquelle je vais aussi donner un carton vert à un ancien des temps lointains que vous avez connu certainement, Marraine, Renville, et qui aujourd'hui a 37 ans, qu'on appelle Makounde. Voilà. Makounde, donc, qui rebondit cette fois-ci à 37 ans au tout-puissant Mazembe. Et effectivement, on peut bien voir que le contrat est juteux, 17 millions de francs CFA. En Afrique, c'est énormément bien payé. Il devient le papy le mieux payé de toute cette équipe-là. Mais surtout, ce qu'il faut regarder derrière, c'est que pourquoi est-ce que je lui donne le carton vert? Parce que les joueurs africains, généralement, lorsqu'ils ont déjà un certain âge, ils quittent l'Europe pour aller se perdre soit au Qatar, soit en Chine, soit quelque part dans des championnats exotiques, sans pour autant penser à revenir en Afrique. C'est l'affaire. Aujourd'hui, quand je vois un Makounde qui dit, il a commencé à dire, je souhaite toujours rentrer, finir ma carrière en Afrique. C'est un très bel exemple pour les footballeurs africains de revenir à portée de la lumière. Aussi en Afrique, là, ils ont puisé leur muscle parce que il y a un proverbe africain qui dit, si tu ne sais pas là où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. C'est très beau. Merci beaucoup, Rémi Ngono. Merci aussi beaucoup, les amis Hugo Moissonnier et Xavier Barré. Merci d'avoir participé à cette nouvelle édition d'un Radio Foot confiné. N'oubliez pas, chers auditeurs internautes, il y a nos vidéos sur la page Facebook, notamment une interview du président de la Fédération de République centrafricaine, Célestin Yaninji, qui nous parle de l'interdiction du stade de Bangui. On termine en musique aujourd'hui et je vous propose de terminer sur un titre qui s'appelle Paname, chanté par Guillaume Waro, ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui a d'ailleurs sorti ce titre le jour commémoratif d'une certaine finale de Coupe de France où il avait marqué un but, c'était il y a 10 ans, et où il avait aidé le Paris Saint-Germain à remporter cette Coupe de France contre Monaco. Guillaume Waro, donc actuellement qui joue à Berne en Suisse, qui se lance, le Réunionnais, sur un rythme donc nouveau. Merci à tous et à la semaine prochaine. Au revoir les amis. Bonjour madame, bonjour Paname. Je te chante tambour battant ces quelques vers mélancoliques, le cœur bruyant comme un tam-tam. J'écris me repentant sous le soleil brûlant d'Afrique, je te dessine une aquarelle. À coups de pinceau sur la rythmique, je me replonge dans tes hivers, j'envoie les mots loin dans le ciel. Pour toi, toute la clique et les tiens qui m'ont rendu si fier, je t'ai mis tout en haut de la liste de mes plus belles réussites, sans oublier le mot magique. Je te dis merci en toute logique, merci à toi, aux villes lumières. Sans la chaleur du fond de mon cœur, Paname, Paname, qu'est-ce qu'on était bien. Ça fait un bail, dis-moi comment ça va, je te réclame, mon cher Paname. Si je rentre au bercail, me tendras-tu les bras? Paname, Paname, qu'est-ce qu'on était bien. Ça fait un bail, dis-moi comment ça va. Je cultive le vague à l'âme, exilé bien trop loin. J'en ai tout un arpège pour ma